Est-ce que vous saviez que seulement 3 femmes dans le monde ont réussi à gravir les plus de 8000 mètres? Et on a l'immense chance ce soir d'en avoir une avec nous. Elle est surnommée Lady 8000. Sophie, vous êtes la première Suissesse à avoir gravi donc les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Suisse-canadienne, française, mais on va plutôt insister sur votre côté suisse ce soir. Vous êtes autrice de plusieurs livres, protagoniste de plusieurs documentaires. J'ai pu cette semaine visionner votre dernier film, Le Dernier Sommet, qui a remporté de très très nombreux prix en 2024. Je vous le conseille à tous. Sophie a démarré sa carrière dans le monde corporate avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est que finalement assez tardivement que vous êtes mise à l'alpinisme. Et vous avez véritablement été prise par cette passion, ce virus, ce qui vous a amené à démarrer cette idée complètement folle de gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Vous avez démarré ça en 2012 et vous avez terminé en 2023. Aujourd'hui, vous êtes engagé pour un alpinisme plus durable. Il vous tient à cœur de mettre en lumière le travail des Sherpas et je dois dire que dans votre film, c'est extraordinaire de voir à quel point ils sont essentiels dans ce genre d'aventure. Vous êtes aussi très impliqué pour mettre en avant l'importance du travail autour de la dégradation des glaciers, notamment grâce au projet Glacier Biodiversity Challenge. Aujourd'hui, ce qui vous anime est davantage une quête personnelle qu'une ambition égotique. On est très très heureuse de vous accueillir. Bienvenue Sophie. Namasté, comme on dit au Népal. Namasté. Namasté. Alors, puisque vous mentionnez Namasté, je me permets de préciser, parce que je trouve que c'est particulièrement joli, la signification de Namasté suggère de se rappeler que le meilleur en moi reconnaît le meilleur en vous. Alors je trouve que c'est toujours une jolie façon effectivement de se saluer. Merci Sophie d'être avec nous ce soir. On démarre avec la première question, vous la connaissez déjà. Quel était un événement pivot dans votre vie ? Alors, je serais un petit peu tentée d'être comme Panos, à avoir plusieurs vies et plusieurs étapes. Mais s'il faut en choisir une, je pense que je vais citer, ça va peut-être vous paraître bateau, mais mon ascension du Mont Blanc en 2004. Parce que cette ascension, elle est partie d'un pari avec un ami qui était très malade à l'époque et qui avait ce rêve de gravir le Mont Blanc. Et puis on s'est fait ce pari dans l'année et puis on y est arrivé. Et donc lui, il a réalisé son rêve et moi, ça a été, franchement, je pense, le déclic, le début de cette attirance pour aller toujours un tout petit peu plus haut. Et je suis rentrée et c'était après finalement une bonne façon de voyager. Et donc, comme le Mont Blanc est le point culminant des Alpes, je suis partie, j'ai tenté un 5000 mètres, j'ai réussi, puis après je me suis dit je vais tenter 6000, puis après 7000, puis après on arrive à la barre fatidique des 8000, et c'est au bout de ma 3e finalement expédition que j'arrive au sommet de l'Everest en 2014. Donc c'est un grand chemin de 10 ans, mais qui démarre quand même dans nos Alpes au sommet du Mont Blanc. Magnifique. Alors la prochaine question résonnera particulièrement, puisque c'est une question de notre partenaire, Crans-Montana, qui demande dans quelle mesure vous avez déjà escaladé les sommets ici dans les Alpes, il y en a beaucoup dans le Valais, et quelles leçons est-ce que vous aimeriez partager par rapport à votre expérience dans le Valais ? Ah oui, évidemment que je suis souvent ici, c'est un peu quand même ma 2e maison. Les Alpes, pour moi, c'est synonyme d'entraînement. Parce que c'est quand je reviens ici et donc j'ai quand même beaucoup d'amis en Valais, à Verbier, etc. Et puis je suis là finalement très souvent que l'hiver. Parce qu'après les 3 saisons d'ascension, donc c'est le printemps et l'automne pour le Népal et la Chine, et puis l'été pour le Pakistan. Donc finalement c'est quand je reviens ici.
il faut d'abord récupérer avant de repartir sur un entraînement. Et puis, donc, c'est l'occasion et l'opportunité toujours d'être dans cet univers des Alpes, avec les skis quand même. Hein. Mais quand vous grimpez un 4000, c'est une balade pour vous? Non, c'est pas une balade. Non. Il y a rien de facile en montagne. Après, il y a des sommets très techniques. Moi, j'aime bien parler de ce que je fais, qui est donc de l'himalayisme. Et j'aime ce terme d'himalayisme parce que c'est un univers très très particulier. Donc, on est dans ces immenses montagnes et cette immersion pendant des semaines et des semaines plantée sur une même montagne. Mais évidemment que c'est exponentiel. Et plus on monte, et plus l'hypoxie, donc le manque d'oxygène dans le corps, altère tout le fonctionnement du corps, des réflexions et autres. Donc ça amène une dimension supplémentaire à la difficulté. Mais il y a des choses dures ici aussi. Magnifique. Ça nous amène certainement parfois aussi dans des grandes difficultés, même ici. Ça, c'est certain. Allez, on part avec la prochaine question. Après avoir accompli l'ascension de ces 14 sommets de plus de 8000 mètres, comment est-ce que votre vision de l'alpinisme a évolué ? Alors, l'évolution, elle est assez logique, mais je vais parler des bonnes choses peut-être, et surtout sur ce que je vois en Himalaya. Quand j'ai commencé donc mon premier 8000 en 2012, j'étais toute seule. J'étais la seule femme dans ces expéditions. Et j'interviens souvent en conférence et je dis que la très très haute altitude, c'est comme la hiérarchie dans une entreprise. Plus on monte et moins il y a de femmes. Et c'est vrai que quand on est dans ces pays, notamment le Pakistan, on oublie à quel point on a de la chance en tant que femme de vivre dans nos contrées, d'être née ici. Et au fil des années, finalement, il y a petit à petit des femmes de plus en plus qui sont venues sur ces expéditions. Et si je prends donc le Nanga Parbat, qui est donc la dernière montagne, donc mon 14e 8000, après 22 expéditions, donc ça marche pas à chaque fois. Donc c'est 14 8000, c'est 22 expéditions, c'est 11 ans, c'est plus de 3 ans à dormir sous tente au-dessus de 5000 mètres. Donc c'est un vrai engagement sur toute cette durée. Et donc sur cette expédition au Nanga Parbat en 2023, il y avait pratiquement la parité, presque autant de femmes que d'hommes, et il y avait 3 jeunes femmes pakistanaises qui étaient là pour tenter l'ascension. Donc comme je suis d'une nature un peu optimiste, j'ai envie de dire quand même, malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qu'on va peut-être dans le bon sens. Espérons-le en tout cas. On passe à la prochaine partie, Sophie, avec vos 3 affirmations. Alors, à vous de les partager et à vous tous de voter pour celles qui, à votre avis, ne sont pas les bonnes. Donc, Two Truths and a Lie, c'est parti. Je vous laisse les citer. Alors, c'est ma mère qui m'a donné le goût du voyage et de l'aventure. La deuxième. J'ai dîné à la table de Brigitte et Emmanuel Macron très très récemment. Cette année. Et la troisième? Petite, je rêvais de devenir danseuse étoile et j'ai fait 15 années de danse classique. Alors, vous avez tous quelques secondes pour faire votre choix avant qu'on puisse découvrir le mensonge qui se cache derrière ces 3 affirmations. Qui pense que c'est la maman de Sophie qui lui a donné le goût de la montagne? C'est vrai. C'est vrai. Ma oui, maman pourtant, a la majorité été... pensait que c'est faux. Ah oui. Et celle qui est fausse, c'est donc... Ah. Non, j'ai bien fait 15 ans de danse classique. Ouais. Ouais.
et qui a été vraiment mon moteur de toute mon enfance et qui, je pense, c'est une telle discipline du corps qui fait que maintenant, ça m'a donné un peu la tronche et la discipline. Alors, je n'ai pas dîné à la table de monsieur et madame Macron, mais j'étais à la table juste à côté et j'avais Brigitte Macron, là, on se tapait l'épaule, là. Et à un moment, donc, j'ai été saluer le président parce que j'ai reçu une lettre de sa part en remerciement en tant que premier Français, parce que je suis la première personne de nationalité française à avoir réussi ces 14-8 000. Et donc, j'ai reçu une lettre du président et j'ai été aussi décorée de l'Ordre national du mérite. Voilà. Mais, donc, on n'a pas poté, mais on n'a pas dîné ensemble. Félicitations, Sophie. C'était presque... Alors, on termine avec vos questions. Donc, n'hésitez pas à continuer au fur et à mesure à les poser pour pouvoir contribuer activement. Alors, comment votre vision de l'alpinisme a évolué en ce qui concerne la responsabilité environnementale? C'est un sujet qui vous tient à cœur aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Alors, j'étais pas plus tard que la semaine dernière à Paris pour inaugurer la décennie de la protection de la cryosphère. Je ne sais pas si vous savez, la cryosphère, qu'est-ce que c'est? La cryosphère, c'est toutes les surfaces gelées de la Terre, c'est-à-dire le pôle sud, le pôle nord, tous nos glaciers dans nos montagnes, dans les Himalayas, donc tous les glaciers du monde, le permafrost et aussi tous les icebergs. Et donc, il y a vraiment une mobilisation aujourd'hui. Donc, il faut, pour la préservation donc, de ces glaciers, et il ne faut pas se tromper. Alors, quand on est ici, moi j'ai grandi aussi un peu dans la vallée de Chamonix, donc quand on voit la dégradation et la fonte des glaciers aujourd'hui, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et nous, dans notre discipline, donc, et particulièrement en Himalaya, alors évidemment, les volumes sont tellement grands. Donc, quand vous allez, ne serait-ce que sur le glacier qui vous mène au pied du K2, qui s'appelle le glacier du Baltoro, c'est 65 km à remonter. Donc évidemment que sur les 15 années où je vais dans la région, la fonte est évidemment moins spectaculaire à voir, mais les spécialistes le disent. Donc il faut absolument donc, se mobiliser. Et aussi, l'alpinisme est abordé différemment, ici bien sûr dans les Alpes, parce que ça devient de plus en plus dangereux. Il y a beaucoup moins de regel, les glaciers se retirent, il y a beaucoup plus de chutes de pierres. Et donc c'est une discipline... je pense que je suis sûre qu'il y a des alpinistes quand même dans la salle. Les guides de haute montagne, ça devient une vraie problématique pour les métiers de la montagne parce qu'on va vraiment sur la dangerosité qui s'accroît. Sophie, peut-être juste un mot sur le projet Glacier Biodiversity Challenge. Est-ce que vous voulez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors effectivement, ce projet, parce que vous allez me dire, après les 14-8 000, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à grimper, mais on fait un petit peu différemment. Et je suis rentrée effectivement dans un projet donc, de sciences participatives. Alors je ne vais pas devenir glaciologue, ce n'est pas une reconversion, mais c'est de garder ma casquette d'alpiniste pour aller récolter des échantillons de glace en haute altitude. Et là, donc, je reviens. Donc, j'ai grimpé encore l'Annapurna 4 au Népal au mois d'octobre. C'est un sommet qui culmine à 7525 mètres et on a réussi à descendre des échantillons de glace pour en découvrir le contenu donc, d'ADN environnemental. Et c'est un projet qui, à terme, va les données, les datas qu'on va récolter vont partir à l'EPFL dans un grand projet futur. Et ça, c'est vraiment moi, une petite pierre à l'édifice d'une création de biobanque sur tout ce qui concerne les glaciers. Très beau projet en tout cas. On a juste le temps encore pour une question. Alors, je choisis celle qui apparaît là. Quelles émotions est-ce que vous ressentez au pied d'une montagne avant de la gravir? Et j'aimerais bien ajouter quand vous arrivez au sommet également. Est-ce que vous pourriez partager ces deux palettes d'émotions, j'imagine, assez différentes? Alors, quand on est au pied d'un 8000, en général, on est déjà à plus de 5000 mètres parce que les camps de base sont en moyenne à 5000 mètres. Et vous avez encore ces géants qui sont au-dessus de vous à 3000. Donc, le but du jeu, c'est de pas trop y penser. Parce que sinon, on se met vraiment dans des états... moi, j'ai côtoyé des alpinistes qui étaient probablement techniquement bien plus aguerris que moi, mais qui se sont mis en échec de par la tâche
à accomplir avec cette obsession du sommet en permanence. Et donc moi j'aime bien un petit peu cloisonner et puis rester dans un univers dans lequel je suis capable. Alors ça peut être la frontale, hein, donc le halo de la lumière pour progresser, ou les 24 heures ou quelque chose. Et donc progresser vraiment step by step, un camp après l'autre, une montagne après l'autre, et puis après on verra. Et évidemment, au sommet, alors il y a l'hypoxie. Hein. L'hypoxie, ça rend un peu stone, et puis ça rend un petit peu dans un état on ressent second. quand même quelque chose à ce moment-là, j'espère, vu tout l'effort. Oui, bien sûr. Oui. C'est évidemment cette sensation très, très particulière. On parle souvent de l'Everest, mais l'Everest, c'est une sensation vraiment étonnante d'avoir les 2 pieds sur le point culminant de la planète. Arriver au sommet du K2, qui est quand même considéré comme une des montagnes la plus dure du monde, c'est une vraie étape. Mais comme dans les Alpes, comme dans nos montagnes ici, le sommet ne reste que la moitié du chemin. Donc il y a toujours la préoccupation de la descente. Et donc rester très concentré pour pouvoir redescendre en sécurité. Et voilà, exactement. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Sophie d'être avec nous ce soir. Merci.